Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 11 juin 2026 et notre cher ami Andrei Martyanov est avec nous. Bienvenue à nouveau, Andrei. Ms. Hilling. Andrei, la dernière nouvelle, c'est que Donald Trump a déclaré aujourd'hui qu'il allait de nouveau attaquer l'Iran. Oui, parce que comme tu le sais, hier soir, il y a eu une attaque américaine ou iranienne sur des îles et des villes iraniennes dans le sud du pays, et l'une d'elles à Karaj, près de la capitale, Téhéran. L'attaque à Karaj n'a pas été très importante. Il semble qu'elle ait été menée avec des sortes de drones. Mais les attaques dans le sud de l'Iran visaient surtout des cibles à l'aide d'avions de chasse. Ils ont utilisé des missiles Tomahawk. 2 missiles Tomahawk ont été interceptés. Ils tentaient de frapper, tu sais, l'usine pétrochimique d'Assalouye, près du golfe Persique. Mais certains tirs ont touché des cibles à Bandar Abbas et à Sirik, l'île de Sirik, dans le golfe Persique. C'est tout ce qui s'est passé hier soir. Et puis, il y a eu l'attaque iranienne contre le Koweït, Bahreïn et la Jordanie. Le tir en Jordanie a été confirmé par des images venues du pays, malgré l'annonce du gouvernement jordanien affirmant que tous les missiles avaient été interceptés par la défense aérienne. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré qu'il allait attaquer l'Iran à nouveau ce soir. Il aurait même envisagé d'envahir l'île de Karg, cette île dont tout le monde aux États-Unis parle sans arrêt. Ils sont complètement obsédés par cet endroit. Et il y a tout juste quelques instants, il semble que Donald Trump ait annoncé qu'il ne bombarderait finalement pas l'Iran ce soir et qu'un cadre de négociation avec Téhéran avait été approuvé par les deux parties. L'agence iranienne Tasnim, elle, affirme que Donald Trump ment. The Iranian Tasnim agency said Donald Trump is lying. It's just more than 38 times he just came out and Il a menti plus de 38 fois. C'est pas rien. Et ne croyez pas ce que dit Donald Trump. Regardez simplement ce que déclarent les responsables iraniens. Mais Andrei, si on regarde l'attaque d'hier, la façon dont elle a commencé et surtout la raison de cette attaque, avec cet hélicoptère Apache touché par un drone et toute l'histoire derrière ça, qu'est-ce que c'est exactement? Selon vous, quelle était la vraie raison? Et est-ce qu'un tel incident est vraiment possible? Je veux dire, une sorte d'affrontement, une collision entre un drone iranien et un hélicoptère américain. Parce que c'était bien ça, le cœur du problème, la cause principale de cette attaque. Et puis, quelles conséquences ces attaques peuvent-elles avoir, à la fois pour les États-Unis et pour l'Iran? Quelle est votre analyse? Mon point de vue est simple. Bibi Netanyahou lui a dit de faire ce qu'il avait à faire, et il le fait. Voilà. Il n'est clairement plus mentalement apte. Il est aussi hystérique. Je veux dire, quelles que soient les facultés qui lui restent, il ne peut pas ne pas comprendre que son administration est finie. Et la question ne concerne pas la vie politique intérieure américaine. L'Amérique devient de plus en plus, disons-le, vraiment insignifiante. Et elle le sera encore davantage dans les affaires internationales à cause de ses catastrophes militaires, en gros, et de ses pertes. Mais lui, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour satisfaire les responsables de l'AIPAC. Et il n'y a vraiment aucun secret là-dedans. En gros, c'est une administration sioniste, israélienne, aux États-Unis. Ils agissent de façon à devoir maintenir Netanyahou à l'écart, comme l'a rapporté Axios. Pas que je crois Axios, attention. La plupart des grands médias américains, en fait tous les médias traditionnels de ce type, mentent, c'est ce qu'ils font. Mais il y a quand même un petit fond de vérité là-dedans. En réalité, la seule façon pour que Netanyahou n'aille pas derrière les barreaux, il devrait d'ailleurs être inculpé pour crimes contre l'humanité et pour génocide, c'est de poursuivre une forme d'hostilité dans le golfe Persique. Et les États-Unis ne sont clairement plus capables de donner ce coup de poing, celui qu'ils appellent le fondement de leur manière de faire la guerre, si on veut, tu sais, tout balancer d'un coup, frapper fort
semer la terreur dans un pays de troisième zone et ensuite envahir. Donc il continue à faire ces déclarations. Il continue à les faire pour manipuler les marchés, surtout les marchés à terme, les prix au comptant, les prix au comptant. Et là, il est dans une impasse. C'est fini. Il est acculé. Et ce n'est même pas le genre de rat qui mord quand il est coincé, tu vois. Les États-Unis ont été exposés pour ce qu'ils sont, militairement parlant. Un tigre de papier, tout simplement. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est utiliser les restes de leur espèce de tapisserie d'affrontement, ce qu'il en reste. Point final. Et la Jordanie ou peu importe, tu vois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais oui, apparemment, enfin, c'est ma vidéo du jour qui arrive. Et tu sais, en gros, quand tu as Ben Hodge de toutes les personnes possibles, d'accord, il a une chaîne YouTube hilarante, vraiment, parce que c'est carrément clownesque. Mais même lui reconnaît que le système patriote, en gros, eh bien, il ne peut pas encaisser ce que la Russie envoie. Et l'Iran aussi a des moyens de frappe qu'il ne gère déjà pas très bien au départ. Donc, que veux-tu que je dise? C'est à peu près tout. C'est une impasse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Des armes nucléaires, évidemment. Search, qui a déjà été pris plusieurs fois à inventer des histoires, et je ne sais pas, il vieillit clairement, a dit que oui, peut-être que l'usage d'armes nucléaires avait été évoqué. Quelqu'un lui souffle ces absurdités. Mais le fait est que, oui, c'est la seule façon qu'ils ont de gérer quoi que ce soit. Vous savez, leur idée qu'il y aura des troupes au sol, en réalité, il veut... Enfin, vous voyez, le type du Parlement iranien, il y a quelques jours, il a dit qu'il cachait les vrais chiffres des soldats tués au combat, ce qu'on sait être vrai. Il y a un énorme écart entre ce que l'Iran déclare et le nombre réel de victimes. C'est pareil pour les Israéliens. Ils mentent effrontément. Militairement, ils se font complètement battre. Ils subissent d'énormes pertes là-bas. Mais bon, c'est ce qu'ils font. Franchement, ils sont pas très bons sur le plan militaire. La seule chose dans laquelle ils ont toujours été bons, c'est Hollywood, tu vois, tous ces trucs-là. Alors, à part se battre contre des armées arabes de troisième ordre, c'est à peu près tout. Oui, André. En gros, l'attaque a eu lieu à cause de l'hélicoptère Apache. Et ils ont dit que le drone iranien avait percuté l'hélicoptère Apache. Et tu vois, admettons que cette version soit vraie, que les deux se soient vraiment percutés. Mais les deux pilotes sont vivants, sans aucune blessure. Rien ne leur est arrivé. C'est vraiment étrange, cet argument. Ça me rappelle cette autre histoire, celle du pilote qu'on aurait soi-disant secouru dans le sud d'Israël, alors que l'avion se trouvait dans une autre région du pays. C'est une honte, une humiliation totale, surtout pour une armée qui se présentait comme la meilleure force de combat de l'histoire. Et il n'y a qu'un seul hélicoptère au monde équipé de sièges éjectables. C'est le K-52, des forces armées russes. En fait, voilà comment ça marche. Il y a des boulons explosifs dans les rotors coaxiaux, ils sont projetés, puis un dispositif spécial permet aux deux pilotes, assis côte à côte, de littéralement glisser vers l'extérieur. Ensuite, le siège éjectable s'active et s'enflamme. Donc peu importe. Franchement, maintenant ça n'a plus d'importance. Peu importe ce qu'ils vont inventer. Ils peuvent même inventer des extraterrestres venus de la planète Zoltar qui envahissent la Terre. Tout ça, c'est juste une quantité astronomique de foutaise. D'accord? Parce que je n'ai plus d'autres mots pour décrire ça. C'est une humiliation totale. Ils n'ont pas de vraies armes, pas de volonté. Il y a clairement un problème sérieux de commandement et de contrôle. Et puis, il y a d'autres choses, je ne sais pas. L'Iran frappe des cibles vraiment sensibles là-bas, vous voyez. Donc c'est comme si, chaque jour, on devait discuter et commenter le délire d'un, disons, patient d'asile.
Et c'est exactement ce que sont Trump et son administration. Encore une fois, ils servent Israël. Point final. C'est aussi simple que ça. Et ils sont contrôlés par Israël. Quand on regarde les gens qui composent cette administration, ce sont des sionistes, tout simplement. Je pense qu'une partie des attaques, une partie du grand tableau, si on regarde la situation dans la région, c'est que l'administration Trump essaie désespérément de recréer une sorte de posture politique. Vous savez, pour Israël, comme c'était avant le début de la guerre. Ces lignes rouges ont disparu. Elles n'existent plus. Ah, attendez. Je veux dire les États-Unis, oui. Écoutez, je l'ai déjà dit publiquement à plusieurs reprises. Les États-Unis ne sont pas un pays souverain. C'est un pays dirigé par le lobby israélien. Ils ont perdu leur souveraineté. Ils ont perdu leur peuple, leur honneur, leur intégrité. Ils se sont complètement dégradés sur le plan moral parce qu'ils ont soutenu le génocide contre les Palestiniens. Et c'est comme ça, tout simplement. Et encore une fois, je le redis, c'est enregistré. Les États-Unis n'ont pas de Congrès américain. Ils ont une Knesset 2.0. Comment expliquer autrement? C'est la déchéance totale du pays, de la nation. Et beaucoup de ces gens continuent de croire à ce truc du « Make America Great Again » de Trump et le vénèrent comme une idole, alors que ce type n'est au fond rien d'autre qu'un homme de spectacle. J'en ai déjà parlé. J'adore Internet. En 2016, j'ai voté pour Trump. Je l'ai même écrit à l'époque. Et puis, en 2018, il a nommé John Bolton comme conseiller à la sécurité nationale et M. Mattis juste parce qu'il avait l'air impressionnant en uniforme. Là, j'ai noté, c'est fini. Ce type est un imposteur complet. Vraiment. Et il l'est. Tout comme les gens qui l'entourent. Ils ne comprennent rien aux vraies économies nationales, pas aux économies d'entreprise, aux vraies. Est-ce qu'ils se soucient de nous, des petites gens, des simples mortels? Non. Non. Personne ne s'en soucie. La classe politique et économique américaine, disons la classe dirigeante, n'en a rien à faire que vous ayez faim ou pas. Ce ne sont pas des gens mentalement normaux. On est en gros dans les derniers jours de l'Empire romain du Nord, si on peut dire. Les États-Unis n'ont jamais été proches de l'Empire romain. Ils perdent toutes leurs guerres, voilà. Mais la question, c'est que quand on regarde ce que produisent les élites, pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout, et qu'on observe le rôle crucial d'Israël dans le déclin des États-Unis, qu'est-ce qu'on voit? Ce ne sont pas des gens normaux. Ce sont des individus. Et vous savez quoi? Je dois vous rappeler ici la phrase célèbre de Vladimir Poutine l'an dernier. Le bal des vampires est terminé. Il les a appelés des vampires. Le terrain de jeu de Satan. C'est une classe totalement dégénérée, en décomposition, qui se considère comme une élite. Mais elle ne l'est pas. Ils ne sont pas intelligents, ils sont avides, ils ont toutes sortes de perversions qu'ils exercent sur nous. Alors, que voulez-vous que je dise? Voilà. C'est fini, c'est terminé pour l'Occident tout entier. Je ne peux même pas insister assez sur ce qui se passe. En fait, M. Trump n'est qu'un symptôme. Mais la situation des États-Unis est aggravée par le fait qu'ils sont complètement subvertis par le lobby israélien et qu'ils servent les intérêts d'Israël. C'est aussi simple que ça. L'armée américaine est devenue une extension des forces de défense israéliennes. Enfin, on peut les appeler une force, mais ce n'en est pas une. Ce ne sont rien d'autre que des bataillons punitifs à caractère génocidaire. Et quand on regarde ça, on voit aussi le mythe militaire américain s'effondrer. Parce qu'en réalité, ce n'est qu'une force impériale d'expédition, conçue pour soumettre toutes sortes de peuples considérés comme arriérés. Et dès qu'elle se retrouve face à une véritable force militaire, elle s'effondre. C'est tout. La seule chose qu'elle possède encore, évidemment, ce sont ses armes nucléaires. Et c'est à peu près tout.
On dirait, Andrei, que la décision de ne pas attaquer l'Iran ce soir est liée à la Coupe du Monde. Imagine un peu, tu accueilles la Coupe du Monde dans ton pays et en même temps tu attaques d'autres pays, les mêmes pays. Oh, come on, Olympic Games 2008. Allez, les Jeux Olympiques, 2008, le 8-08-08. Vladimir Poutine assis à côté de George W. Bush à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin. Devinez ce qu'ils font. La CIA pourrait dire « Tiens, et si on lançait la Géorgie ?» Vous voyez le genre. Alors ils y vont, ils font exploser la situation, je veux dire, ils tuent des civils. L'armée russe est intervenue. Franchement, soyons sérieux. Ces gens-là, il n'y a plus d'honneur, plus d'humanité, plus d'intégrité dans ces structures. Point final. C'est comme ça. En fait, disons les choses clairement, on a fini par atteindre la masse critique d'abrutis à la tête du pays, et à ce stade, ça n'a plus aucun sens. Donc, ce n'est pas une question de Coupe du Monde. Et puis, la façon dont ils traitent ça, écoutez, ce gars de Somalie, c'est le premier arbitre africain de renommée internationale. Tu sais quoi? C'est clairement pas un terroriste. C'est même l'un des meilleurs arbitres de football au monde aujourd'hui. Franchement, ça dépasse l'entendement. Et oui, c'est la décomposition totale des anciennes structures, que ce soit les Nations Unies, la FIFA ou tout le reste. Je veux dire, tout ça est littéralement en train de se décomposer. Et ça pue jusqu'au ciel, comme n'importe quel cadavre en décomposition. C'est la fin de la civilisation occidentale, là, sous nos yeux. Et dans ce contexte, discuter des symptômes, c'est intéressant, je te l'accorde. Je le fais moi-même tout le temps. Mais c'est un peu comme essayer sans arrêt d'interpréter les pensées d'un patient d'asile, complètement perdu. Et on a un type mentalement inapte qui est pourtant le président des États-Unis. Et quand on regarde cette administration, Andrei, toi qui vis aux États-Unis, et comme tu l'as dit, tu as voté pour Donald Trump, et tu vois le résultat de cette administration, la façon dont, franchement, personne ne sait vraiment qui dirige à Washington. Avec les négociations en cours, on parle de 2 fronts de négociation, si tant est qu'il y en ait. En réalité, il n'y a pas de négociation, mais admettons, non, il n'y en a pas. Le Pakistan a déjà déclaré « c'est terminé pour nous ». Voilà. Oui, enfin, le type ment, c'est normal. C'est devenu normal là-bas. Le mensonge fait désormais partie intégrante, en gros, de la civilisation occidentale. Il faut sortir, raconter n'importe quoi au petit peuple, jusqu'à ce qu'ils votent pour vous. Et il n'y a plus de gens intègres, d'honneur, d'humanité. Aucun. Regardez les États-Unis, une sorte de Knesset 2.0. Très peu de gens pourraient encore avoir un minimum d'intégrité ou d'humanité. On ne les tolère pas. C'est totalement corrompu. C'est une oligarchie dans les dernières phases, en gros, de sa décomposition. Alors, que voulez-vous que je dise? Et Trump, encore une fois, était-il meilleur que Kamala Harris lors de la dernière élection? Oui, je le pense toujours. Parce que quand on regarde qui sont les gens du DNC, ce sont des satanistes, tout simplement. Ces gens-là déclencheraient probablement une guerre nucléaire. Parce qu'ils sont, et encore une fois, quand on les regarde, ce n'est pas une classe politique normale. Que voulez-vous que je dise? On peut continuer à en parler, mais voilà, comment tout ça va se résoudre? Je n'en sais rien. Les États-Unis ne vont pas s'en sortir par un simple vote. Parce qu'on le voit bien, c'est l'effondrement complet de la structure. L'édifice s'est déjà écroulé. C'est évident pour quiconque l'a observé depuis longtemps. Et maintenant, on assiste à une aggravation de cette crise systémique, une crise qu'on ne peut pas surmonter. Soit tout s'effondre avec des conséquences catastrophiques, soit il se passe quelque chose. Regardez l'Irlande et la Grande-Bretagne. Les Anglais, eux, en ont eu assez. Vraiment assez. Et c'est, disons, l'un des déclencheurs de ce qui est en train de se produire. Ça n'arrivera pas en France, parce que les Français ont déjà perdu leur pays et ils ont voté pour ça.
Les Britanniques, eux, au Royaume-Uni, peu importe pour qui vous votez, l'oligarchie et l'aristocratie vous diront quand même quoi faire. Mais au moins, regardez les Anglais. Eux, ils ont eu le courage et, vous voyez, ils ont fini par... Enfin bref. Mais ici, aux États-Unis, je ne sais pas. Apparemment, il y a, selon différentes estimations, 57 millions de soi-disant chrétiens sionistes. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des sionistes en réalité, et c'est le principal bloc électoral de ce parti républicain complètement corrompu. Et puis de l'autre côté, vous avez des satanistes et toutes sortes de dépravés qui votent pour, enfin, les démocrates. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Où est cette majorité silencieuse? Elle existe, je le sais, c'est un immense bloc d'électeurs qui n'est pas représenté aux États-Unis. Et voilà, c'est la fin du système, d'accord? Et ça se produit partout. Et sous ce prétexte, si on peut dire, ils adorent parler de démocratie, tous ces prostituées, littéralement des prostituées de CNN, enfin peu importe, ces gens-là, et ces potiches. Vous voyez, le problème, c'est qu'on ne peut pas réparer ça. On ne peut pas le réparer par le vote. Il faut un changement générationnel. Il faut une vague immense, une masse critique de gens qui acceptent la réalité, ou au moins qui commencent à la ressentir, d'une manière telle que ça commence à guider leurs actions. On n'en est pas encore là. Mais l'Europe s'en approche. Enfin, je ne pense pas. L'Europe, c'est fini. On ne peut plus rien y changer, ni par le vote, ni autrement. Et donc voilà où on en est. C'est le cadavre en décomposition de la civilisation occidentale. Et c'est tout. C'est le diagnostic final, oui. André, l'une des difficultés auxquelles Donald Trump est confronté en ce moment, c'est la production d'armes. Il a dit qu'il fallait remplacer celles qui ont été utilisées pendant la guerre, et le plus vite possible. On dirait qu'il met une forte pression sur le complexe militaro-industriel et qu'il investit énormément d'argent dans ce projet. Mais à quelle vitesse peuvent-ils produire ces armes? Parce que c'est vraiment crucial. S'ils décident de rester engagés dans ce conflit, ce qui semble être le destin de cette guerre, ils vont continuer. Comme l'a rapporté aujourd'hui le Wall Street Journal, les États-Unis vont poursuivre ce type d'attaque contre l'Iran encore et encore, chaque nuit. Eh bien, parce qu'ils n'ont tout simplement pas d'autre choix. D'un point de vue stratégique, les États-Unis sont dans une impasse totale. C'est le mot poli pour dire défaite, défaite militaire. Les États-Unis ne peuvent pas, et d'ailleurs ils n'ont jamais pu. Leur armée n'est ni formée ni conçue pour mener de vraies opérations interarmes. La dernière fois qu'ils ont fait quelque chose de ce genre, qui ait eu une vraie valeur, c'était en Corée. D'accord? Dans les années 50. Seuls des idiots ont cru à tout ce battage, à toutes ces vidéos de la guerre du Golfe, parce que, évidemment, c'était une exception. Ce n'était pas une guerre. C'était juste la combinaison de l'imbécile Saddam, qui croyait que ses généraux étaient bons, alors qu'ils étaient nuls, hein, et des conseillers militaires soviétiques à Bagdad, dont j'en connaissais quelques-uns, qui se grattaient la tête en se disant « Ces armées arabes, franchement, they were just basically scratching their head. This Arab militaries, okay? That's it. » Et voilà. Le reste du temps, ils ne font que perdre des guerres, sans arrêt. La seule chose qu'ils savent faire, en gros, c'est eh bien acheter des gens à Bagdad, au Venezuela. Des pays qui maintenant traînent cette honte pour le reste de leur existence. Ils achètent quelques élites, on leur vend un président, ce genre de choses. Les États-Unis ne peuvent fonctionner en réalité que comme une sorte de coopérative, essentiellement dans l'hémisphère occidental. En matière d'opérations combinées, ce n'est tout simplement pas une puissance à craindre. Je veux dire, ils peuvent semer une horreur massive en bombardant quelque chose, bien sûr. Mais ça s'arrête là. Et quand ils en parlent, ils oublient que, d'abord, les États-Unis n'ont pas la force nécessaire. Ils n'ont pas l'expérience opérationnelle ni la capacité de planifier une opération de ce type pour entrer en Iran. Point final.
Ce serait une catastrophe, surtout quand on voit le niveau des forces armées iraniennes qui sont plutôt bonnes, clairement. Ensuite, il faut tenir compte du terrain, de la taille du pays, de son économie, et évidemment du fait qu'il y a pas mal d'autres acteurs qui soutiennent l'Iran. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, l'attaquer de temps en temps. Parce que, soyons clairs, le complexe militaro-industriel et surtout les forces armées, ça ne s'achète pas. Point. Peu importe combien d'argent on y met, ce n'est pas qu'une question d'argent. Il faut avoir un ADN culturel, une expérience historique et un niveau de développement technologique extrêmement élevé. Et voilà le problème. C'est ce dont j'écris depuis maintenant 20 ans. Les États-Unis ne sont pas avancés sur le plan militaire. Ils ont un excellent système C4ISR, ou plutôt disons C2ISR, communication, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance. C'est là que les États-Unis excellent, parce qu'ils ont évidemment un programme spatial extrêmement développé et très sophistiqué. Ils disposent de très bons systèmes d'alerte précoce, d'excellentes capacités de surveillance et tout ce qui va avec. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. Il n'y a pas un seul général américain qui saisisse vraiment ce qui se passe, par exemple, en Ukraine. Et c'est comme ça qu'ils abordent tous les combats. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je le répète encore. Ils ne savent rien. Mais bon, allez, tu sais quoi? On envoie des forces spéciales, on balance tout ce qu'on a sur quelqu'un, et au bout de 20-25 jours à peu près, quelque chose se passe, plus ou moins. Donc on commence, en gros, la subversion du régime, puis l'infanterie arrive, nettoie le terrain, et voilà, hurrah, on a gagné. Mais ça marche pas comme ça dans le monde réel. Ils se sont convaincus eux-mêmes, littéralement. Si on suit leurs pensées militaires, si on lit leurs documents opérationnels, la façon dont ils enseignent l'histoire militaire, enfin, enseignent, c'est un grand mot. En réalité, les États-Unis, dans leurs académies militaires, racontent à leurs cadets et aux étudiants des écoles de guerre des contes de fées. Ils leur servent la version hollywoodienne de leur histoire. Voilà le niveau de l'armée américaine. Il y a bien des officiers, mais le ROTC ne forme plus vraiment de vrais professionnels. Les écoles de candidats non plus d'ailleurs. Et dans beaucoup d'académies, le niveau académique est extrêmement bas. Alors quand on regarde tout ça, eh bien voilà, c'est le premier ennemi sérieux. Ce n'est pas un boss final, évidemment, mais l'Iran est un adversaire sérieux. Et nous voilà dans cette situation. Le complexe militaro-industriel américain, lui, n'a jamais eu pour but l'efficacité ou la performance au combat. Son objectif principal, c'est de faire de l'argent pour ses actionnaires, pour la valorisation de leurs entreprises. Et c'est pour ça qu'ils continuent, parce qu'ils n'ont rien de nouveau, à produire encore et encore des versions de la vieille Camelot, incapables d'abattre une arme moderne, ni même les anciennes. Regardez le Patriot Pack 3, c'est une blague, d'accord? Une vraie blague, littéralement. Même Ben Hodges le reconnaît. Je le cite, c'est douloureux, aussi douloureux que ce soit à admettre. Oui, vous n'avez rien. Et puis, il y a aussi tous ces éléphants blancs, vous voyez? Quand on regarde de près, même les médias qui en parlent, ils s'extasient là-dessus. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, c'est leur bombardier à 1,3 milliard. Peu importe combien ça coûte, ou quelle est son efficacité au combat. Les écoles d'ingénieurs sont en train de dire « voilà le vrai problème ». Peu importe combien d'argent on y met. Il faut comprendre une chose. Le type qui travaille, disons, sur la chaîne de production, dans une entreprise aérospatiale ou dans n'importe quelle structure du complexe militaro-industriel. Même le gars qui commence comme apprenti et devient ensuite opérateur sur machine CNC ou quelque chose du genre, déjà, il en faut beaucoup de ces gens-là. Des assembleurs, des techniciens, de tous les métiers qui fabriquent les pièces critiques. Mais il ne suffit pas d'en avoir.
Il faut aussi qu'ils soient quoi? Qu'ils soient suffisamment formés, motivés, qu'ils ne se droguent pas. Quand on commence à regarder ces critères, eh bien, devinez quoi? Depuis 40 ans, on répète à tout le monde, à travers Hollywood, que le sommet de la réussite, c'est quoi? Devenir un esprit libre, se tatouer jusqu'à en avoir l'air sale et jouer de la musique pourrie, c'est ça? Tu vois le genre? Et voilà, tout le monde veut devenir poète ou musicien. Mais combien de gens veulent devenir opérateur CNC? Et encore moins opérateur CNC qui maîtrise tout ce qui touche au contrôle numérique par ordinateur ou assembleur de pièces technologiques essentielles. Les États-Unis n'ont pas assez de personnes de ce profil parce qu'on a perdu toute une génération. Et je parle d'une génération d'ingénieurs et de travailleurs hautement qualifiés, vraiment très compétents. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On a encore un autre 787 qui, pour une raison ou une autre, a décidé, il y a quelques jours à peine, de s'effondrer tout seul. Parce que, eh bien, le train d'atterrissage avant n'a pas voulu soutenir l'avion au sol. Voilà le résultat. Voilà ce qui se passe. Le 737 MAX, c'est pareil. Tous les ingénieurs de Boeing le disent. Il a été conçu par des clones et fabriqué par des singes. Voilà, c'est ça, le complexe militaro-industriel américain. Ils gardent encore un peu de compétences, mais si on parle de leur système d'armes comparé à ceux de la Russie, ils ont au moins 2 générations de retard. Pas une, 2. Et une génération, c'est quoi? En gros, 10 ans, plus ou moins. Alors, que voulez-vous que je dise? André, qu'est-ce que tu penses de ce nouvel article 224, celui qui fusionne l'armée américaine avec l'armée israélienne? On voit pratiquement ça se mettre en place en ce moment. Oui, parce qu'ils veulent le formaliser justement. Ils voient bien que le ton, que l'atmosphère change aux États-Unis vis-à-vis d'Israël. Ils veulent donc rendre ça officiel pour l'avenir. Peut-être que quelqu'un décidera de s'en retirer ou de changer la politique américaine. Peut-être, je ne sais pas si ça arrivera bientôt, mais c'est bien cette crainte qui les pousse à agir. C'est pour ça qu'ils ont besoin de cet article. Mais d'un point de vue militaire, si on regarde ce texte, qu'est-ce que ça changerait concrètement pour Israël? Rien du tout. Ils ont déjà accès. Allez, voyons. Larry Wilkerson, que je respecte énormément, vous l'a dit. Douglas Feith, en gros, c'est lui à qui le Pentagone rendait des comptes. Et ces références, vous savez, venaient de ce qu'ils appelaient le projet pour un nouveau siècle américain, quand ils ont lancé l'invasion de l'Irak en 2003. Les États-Unis n'ont pas de forces armées américaines. Pas vraiment. Tout militaire américain, tout officier américain, en réalité, sert Israël. Ils doivent changer leur serment et le prêter à Israël. C'est aussi simple que ça, et ça dure depuis des décennies. C'est juste qu'aujourd'hui, on commence à en parler ouvertement. Eh bien, les gars, vous êtes à son service depuis le premier jour, au moins pour cette génération-là. Alors oui, ils vont le formaliser. Bien sûr qu'ils vont le formaliser. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis ne produisent même plus de bon matériel. En fait, ils n'en ont jamais vraiment produit. Il y a bien eu, tu sais, comme je l'ai déjà mentionné, des équipements très avancés pour leur époque. Les ordinateurs, les communications radio, tout ça. Ils étaient vraiment en avance dans l'électronique radio, surtout dans les années 70, 80, 90. Et puis, ça s'est arrêté. Et il y a une raison à ça. Alors bon, si Israël veut miser sur l'armée américaine, ils l'ont déjà fait. Ils la contrôlent, tu vois. Et maintenant, on a Thomas Massie qui parle de l'USS Liberty, qui a en gros saboté cette enquête. Ah oui, le père de John McCain, l'amiral McCain. Voilà, tout est là, tout ce qu'il faut savoir. André, à l'étape suivante, les premières informations venues d'Iran
ont indiqué que les prochaines cibles de l'armée iranienne seraient tous les sites de la région liés à Elon Musk. Ils parlent de SpaceX, des satellites, des stations au sol. Il y en a au Qatar, en Israël, en Jordanie, aux Émirats arabes unis et à Oman. Ils ont dit que leur prochaine frappe viserait tous ces sites. Oui, ils le feront. Les Iraniens font généralement ce qu'ils disent. Que voulez-vous que je vous dise? La seule chose qu'ils peuvent faire ici, c'est cacher l'affaire et ne pas la montrer. Mais heureusement, il y a encore des médias alternatifs. Dieu merci. La Constitution américaine et la Déclaration des droits existent encore, à peine, mais elles permettent d'avoir accès à d'autres sources. Donc oui, ils le feront. Si on en arrive là, les centres de données tomberont, vous savez, et les Émirats arabes unis, surtout Dubaï, seront finis, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est la réalité. Andrei, dans les dernières attaques, la riposte iranienne, les représailles à l'attaque américaine. L'Iran n'a pas attaqué l'Arabie saoudite, ni le Qatar. Il semble qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Les gouvernements interviennent, vous savez. Ils essayent d'appeler les Iraniens, ou peut-être une sorte de... Enfin, on en a déjà parlé parce que ces gouvernements étaient en contact avec la Russie. Ils discutaient avec les Iraniens. Ils veulent quelque chose de nouveau pour la région. C'est ce qu'il semble en tout cas. On ne sait pas encore ce que c'est. On ne connaît pas l'ampleur. On ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Mais les signes pour nous, c'est qu'on voit comment l'Iran réagit face à Daesh. Ce n'est pas dirigé contre le Qatar, ni contre l'Arabie saoudite. C'est contre Bahreïn, le Koweït et la Jordanie. La Jordanie est très importante parce que c'est une nouvelle cible pour les missiles iraniens. Ils n'avaient jamais attaqué la Jordanie auparavant. Et on sait combien d'avions de chasse se trouvent en Jordanie. Oui, bien sûr. Je ne sais pas vraiment ce qu'il se passe entre Téhéran et Riyad. Évidemment, les Saoudiens sont un acteur important. C'est un pays arabe clé dans la région. Vous savez, les Saoudiens ne verraient sans doute pas d'un mauvais œil, par exemple, que les Émirats arabes unis s'effondrent pour pouvoir présenter l'Arabie saoudite comme le nouveau remplaçant des Émirats, vous voyez, sur le plan touristique. Et bien sûr, leur richesse repose toujours sur les réserves de pétrole et sur Aramco. Et puis évidemment, les États-Unis sont toujours présents là-bas. Mais quoi qu'ils discutent, on sent bien qu'ils ont peur. L'Iran, aujourd'hui, a déjà accompli son destin. C'est fait. Le pays a développé une influence militaire incroyablement puissante dans toute la région. Beaucoup de gens, encore une fois, oublient ce qui se passe. 16 bases américaines ont disparu. Elles ont été démantelées. L'Iran a, en gros, expulsé les États-Unis du Moyen-Orient. C'est pour ceux qui ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé. Ils perdent complètement de vue ces détails qui paraissent insignifiants, mais qui en réalité sont essentiels. 16 bases américaines, des bases des États-Unis dans la région, ont été pratiquement anéanties. Ce qu'ils essaient de cacher maintenant, dans les restes du quartier général de la 5e flotte, ils vont sans doute tenter de le garder, pour une raison ou une autre. Mais à chaque fois que les États-Unis essayent d'empiéter, d'une manière ou d'une autre, sur l'Iran, la 5e flotte, ce qu'il en reste se fait frapper. Et ça va continuer comme ça. Mais, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis n'ont plus la force ni les moyens. Ils n'ont pas la capacité ni la puissance nécessaire pour mener une opération de coercition. En clair, une campagne qui exige Turquie la présence de troupes au sol. Mais quelles troupes au sol? Je veux dire, n'y allez pas, n'y allez surtout pas avec vos quoi? 400 000 soldats. Si vous faites ça, le Vietnam passera pour une bonne guerre. Facile. Vous voyez? Et ça, c'est les Saoudiens. Ils vous trahiront encore. Comme vous le savez, les Arabes le feront aussi. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens honorables parmi les Arabes, loin de là. Je ne fais pas de généralisation abusive. Mais leurs élites politiques
Elles, ce sont des prostituées. Elles vous vendront dès que vous aurez le dos tourné. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Elles vous planteront un couteau dans le dos. Et dans ce cas précis, quoi que l'Arabie saoudite essaye d'arranger pour elle-même, c'est évidemment uniquement dans son propre intérêt. Mais aujourd'hui, ils ont peur. Très peur. Et ça, c'est un autre grand succès de l'Iran. Avant, on avait peur de l'Iran. Maintenant, on en est terrifié. Parce que l'Iran peut transformer ce rêve saoudien, fondé aussi sur le travail forcé et toutes sortes de réserves pétrolières, en cauchemar et très vite. C'est ça, en fait, l'effet dissuasif et évidemment l'influence militaire sur la géopolitique. L'Iran la détient aujourd'hui. Et tout le monde a vu comment les États-Unis défendent, entre guillemets, ces zones. Ils n'y arrivent pas. Oui, ils peuvent abattre 2 ou 3 drones par-ci par-là, mais c'est tout. Les États-Unis ont toujours eu cette idée de la guerre complètement déconnectée de la réalité. Je ne sais même pas comment l'expliquer. J'ai écrit 4 livres là-dessus. Je sais pas, franchement. C'est pas bon du tout. Ça a l'air vraiment très mauvais. André, on sait que la guerre en Ukraine et la guerre en Iran, au fond, c'est un peu la même configuration. D'un côté, on a l'Iran et la Russie, et de l'autre, les États-Unis. En gros, le monde occidental. C'est 2 guerres, c'est ça. Et on ne voit aucun signe dans cette administration d'une volonté de mener de vraies négociations. Ils en ont tout simplement pas l'intention. Ils ne l'ont jamais fait. Jamais. Il faut bien comprendre, on parle ici d'une soi-disant élite américaine. Tous ces gens qui gravitent autour des centres de pouvoir et des think tanks à Washington et ailleurs. Ce ne sont pas des gens très brillants, comme je l'ai déjà dit. Le système éducatif américain, avec tous ces Harvard, Yale, Princeton, Stanford, toutes ces écoles dites d'élite en matière d'enseignement des sciences humaines, ce sont des usines à conformisme. Ils ont perdu le contact avec la réalité depuis longtemps. Regardez les soi-disant experts de la Russie aux États-Unis. C'est une plaisanterie. Et c'est pareil pour les organisations comme la CIA et tout ce qui va avec. Ils ne comprennent rien à la guerre moderne. Et puis, il y a autre chose. Cette idée qui ne vient pas de moi, mais de la majorité de ceux qu'on appelle les réalistes. Les États-Unis ne comprennent rien au monde extérieur. C'est l'un des pays les plus refermés sur lui-même à ce niveau-là. Et bien sûr, tout ça est aggravé par une incompétence généralisée, que ce soit dans le renseignement, l'armée, l'économie ou la politique, peu importe le domaine. Et du coup, ils s'imaginent pouvoir vaincre un pays avec, disons, l'armée la plus désorganisée de l'histoire, une armée qui perd toutes ses guerres. Enfin, sauf à la grenade, évidemment. Et là encore, ils considèrent ça comme une victoire militaire, alors que c'est clairement de la corruption du gouvernement vénézuélien. La CIA a bien réussi son coup en les achetant, mais c'est à peu près tout ce qu'ils savent faire. Et c'est bien ça le problème. C'est ça le vrai problème. Vous ne pouvez pas expliquer à un professeur moyen, quelque part à Harvard, ce qu'est le monde réel, ce qu'est l'économie réelle. Vous ne pouvez pas non plus expliquer à un type de Wall Street, un abruti qui ne sait que trader des actions et ne parle que de capitalisation, qu'est-ce que la capitalisation, au juste? Ils vivent dans un monde virtuel, une sorte de bulle. Oui, une bulle, tout simplement. Et donc, comme je l'ai déjà dit, voilà le résultat. C'est une décomposition. On en voit sans arrêt les symptômes, que ce soit l'odeur d'un cadavre en décomposition, ou par exemple dans l'éducation, que ce soit dans le domaine militaire, ou surtout dans les fameuses sciences humaines. Je veux dire, ces gens qui sortent de George Washington, de Tufts ou d'autres universités du même genre,
Ils ne savent absolument rien de la diplomatie. Ils ne connaissent rien aux relations internationales. La seule chose qu'ils savent faire, c'est le maximum qu'on puisse atteindre dans la diplomatie américaine. Vous savez ce qu'on dit, quelqu'un qui sait faire les visas, du travail consulaire, un boulot qu'un singe pourrait faire. Franchement, si on le dresse assez longtemps. À part ça, comprendre les pays, comprendre les cultures, là c'est dangereux pour l'esprit américain, enfin je veux dire pour les élites. Les Américains dans l'ensemble sont des gens très bien, très décents. Mais du coup, il y a cette espèce d'auto-intoxication. Et comme je l'ai déjà dit, regardez l'armée américaine, quand on enlève toute la propagande. Seigneur, c'est plein de jouets hors de prix qui ne fonctionnent pas. Je pense, André, que tout ce concept, ce genre de comportement de la part des États-Unis, vient de cette longue, tu sais, de cette longue histoire, cet héritage de l'esclavage. Regarde la façon dont les États-Unis perçoivent les autres pays. Pour eux, ce sont des esclaves des États-Unis à cause de la domination du dollar. Ça a toujours été comme ça, et c'est pour ça qu'ils se sont mis dans une sorte d'illusion, en se disant que ces pays sont leurs esclaves, qui peuvent tous les contrôler grâce à la puissance du dollar et à la force de leur armée. Et aujourd'hui, tout est en train de s'effondrer, de se désagréger. Le problème, c'est qu'ils ne l'acceptent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Encore une fois, écoutez, comme je l'ai déjà dit, on a atteint la masse critique d'abrutis au pouvoir. Voilà où on en est. Et si on appelle quelqu'un un abruti, c'est pas pour rien. Ce sont des gens dysfonctionnels, mentalement très faibles. Si on regarde de près, encore une fois, ils ont introduit, et c'est Schumpeter qui en parlait déjà dans les années 60, tout un environnement où personne n'a jamais à assumer la moindre responsabilité pour ce qu'il fait. Ils inventent leurs propres critères, leur soi-disant classe intellectuelle. La classe intellectuelle aux États-Unis est au mieux de second ordre, à part quelques exceptions brillantes. Vous savez, il y a toujours ces gens qui arrivent en disant « Ah oui, j'ai mes diplômes, j'ai travaillé au Pentagone, j'ai travaillé à… » La plupart, pas tous, mais la plupart. Il y a évidemment des exceptions formidables, comme nos amis communs, tu sais, des gens d'une intelligence remarquable. Mais encore une fois, on ne les laisse jamais approcher des cercles du pouvoir. Ils sont écartés, parce que ça fait des décennies qu'on pratique une sélection négative. On se retrouve littéralement avec des crétins et des idiots au pouvoir, et dans ce qu'on appelle la classe intellectuelle. Quand je regarde ces soi-disant spécialistes et experts qui montent, je me dis, bon sang, ces gens ne sont pas normaux. On ne peut pas les appeler des professionnels. Ce ne sont pas des experts. Ils ont tous des doctorats en rien, littéralement. La science politique, ça n'existe pas. Il n'y a rien de tel dans la nature qu'une science politique. Ils obtiennent ces diplômes faciles qui ne demandent aucun véritable effort pour être obtenus. Eh bien ça, c'est clairement pas de l'ingénierie. Et l'ingénierie, c'est vraiment difficile, tu vois. Donc toi, t'es ingénieur, tu sais de quoi je parle. Eux, ils arrivent là, ils passent par ces usines à diplômes complètement formatés, genre Harvard et compagnie. Ils décrochent un diplôme bidon, tu vois, en sociologie ou n'importe quoi d'autre. Et ensuite, ils se retrouvent dans tous ces soi-disant cercles d'influence. Regarde le Council on Foreign Relations, par exemple. C'est une blague. Regarde leur revue, Foreign Affairs. Faut vraiment chercher pour trouver un article un peu sérieux, un vrai texte intellectuel. La plupart du temps, c'est du délire complet. C'est de là qu'est sorti Francis Fukuyama. Et il est toujours là, il continue d'écrire. Franchement, ce sont des idiots. Regarde-les. Voilà où on en est. Et au final, ils ne savent rien faire. Aucun d'entre eux n'a la moindre expérience dans un poste gouvernemental qui est vraiment réussi.
Et du coup, on se retrouve avec ce qu'on a aujourd'hui. En fait, la seule chose qu'ils savent faire, c'est toujours la même. Ils ont eu ce moment extraordinaire dans les années 90 qui a donné naissance à cette école triomphaliste à cause de l'effondrement de l'Union soviétique. Un effondrement qui s'est produit entièrement de lui-même, essentiellement par ses propres faiblesses, et qui n'avait rien à voir avec la guerre en Afghanistan, ni, franchement, avec la pression américaine. Les États-Unis ont bien joué un rôle, mais d'une manière qu'aucune structure gouvernementale américaine ne pourrait vraiment comprendre. Parce qu'aux États-Unis, ce qui comptait, c'était l'attrait de la culture et de l'économie. Et c'est ça, le facteur décisif. Mais ils ont eu ce moment triomphaliste. Ils se sont convaincus que même si l'Amérique reste un grand pays, et je veux dire, il y a beaucoup de choses que j'aime ici, je ne vivrais pas ici si je ne voyais pas la vraie Amérique, celle du terrain, vous voyez. Et du coup, on se retrouve avec cette classe politique et cette classe oligarchique qui, enfin, vous avez les imbéciles qui croient à l'intelligence artificielle, ils y croient vraiment. Vous avez ce crétin de Thiel et évidemment Karp qui est toujours perché sur quelque chose. Voilà le niveau auquel on en est. Et comme l'a dit Buzz Aldrin, j'adore ce qu'il a déclaré. Il a dit ça il y a environ 10 ans. Et il a dit, tu sais quoi, quand on est allé sur la Lune, on pensait qu'en 2010, on irait sur Mars. Et qu'est-ce qu'on a eu à la place? Facebook. Et ils appellent ça des entreprises technologiques. D'accord? La seule chose qu'ils savent faire, ah oui, développer une nouvelle puce. Peu importe comment ils la développent, on est sur un plateau, on progresse plus. Alors voilà, on a des gens comme Musk et ses vendeurs d'élixirs miracles, tu vois le genre. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais, les iPhones d'Apple. Moi je sais pas, j'ai un Samsung. Tu sais quoi? La première question que je me pose quand j'achète un nouveau téléphone, c'est combien? Je peux me payer un iPhone, crois-moi. Mais franchement, pourquoi acheter une Mercedes qui aujourd'hui est devenue une poubelle? Trop cher, trop compliqué. Oui, mais voilà, on ne peut pas expliquer ça aux gens, parce qu'ils ont été complètement conditionnés par la consommation. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui de vrais épisodes psychotiques, de graves troubles mentaux à cause du consumérisme. Voilà où on en est. Et devinez quoi? Jusqu'où ça va aller? De combien de choses a-t-on vraiment besoin dans sa vie? Eh bien, certains recommencent encore et encore. Cette classe de la consommation ostentatoire, eux, il leur faut le nouveau yacht. Alors bien sûr, ils l'achètent. Et puis tout à coup, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Et ça arrive tout le temps. C'est de l'ambition, de la vanité et des esprits très très faibles. André, on a reçu Adam Smith, le membre le plus haut placé du Parti démocrate à la Commission des forces armées de la Chambre. Il a dit qu'il appelait à une disposition de type Section 224 pour l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Ukraine? On sait bien qu'Israël, c'est un cas un peu différent. Mais pour l'Ukraine, quel est le lien? Quelle est la signification de cette demande, concrètement, pour l'Ukraine? Oh non, juste plus d'argent. Les États-Unis continuent de fournir le renseignement en continu, 24 heures sur 24, vous savez, le renseignement spatial, la surveillance, ce genre de choses. C'est à peu près tout ce que font les États-Unis, et ils ne peuvent rien y changer. Militairement, le pays est à bout de souffle. Le complexe militaro-industriel américain produit, franchement, c'est pathétique. Pour vous donner un exemple, la Russie a abattu aujourd'hui environ 800 drones ukrainiens. Enfin, à peu près, je ne me souviens plus du chiffre exact. Les drones, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne connaissent rien d'autre, parce qu'ils sont primitifs. Encore une fois, leur armée, c'est une blague. Alors devinez quoi? Même si on dit par exemple que sur ces 800, on en compte 400, juste pour illustrer. En réalité,
c'est encore plus. 400, well, in reality more. They have been shot down by the air defense missiles. Ils ont été abattus par des missiles de défense aérienne, abattus par des Buk M2, M3, par des Tor M1, Tor M2, S1, Pantsir et d'autres systèmes du même genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Russes tirent environ 400 missiles de défense aérienne par jour. Eh bien, devinez quoi? La Russie en produit 1000, voire plus, chaque jour. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Les États-Unis, eux, peuvent en fabriquer environ 300, peut-être? Allez, en se surpassant 700 par an. D'accord. Par an, juste pour que vous voyez la différence. Le Royaume-Uni, de son côté, en produit un par mois. D'accord. Voilà tout ce qu'il faut comprendre sur la situation. Comme je l'ai déjà dit, ils ne sont pas bons sur le plan militaire. Leurs opérations, franchement, c'est une blague. Ils ne savent pas mener des opérations interarmes. Évidemment, l'idée américaine et même occidentale de la défense aérienne, c'est une blague. Quand on regarde ça attentivement, tout devient clair. Ils n'ont tout simplement pas les moyens d'y faire quoi que ce soit. Vous vous souvenez de ces millions d'obus d'artillerie? Il y a quelques années, en 2023 par exemple, qu'est-ce qu'il en est advenu? On n'en entend plus parler. Ils ne peuvent tout simplement pas en produire davantage. Ils ont un peu augmenté la cadence, oui, mais si on compare avec la production russe, c'est écrasant. Ils ne jouent même pas dans la même catégorie. Et encore une fois, l'idée principale du Pentagone, de la CIA et de ces types et prostituées des médias, c'est de cacher l'ampleur de ce qui se passe en Ukraine, là où l'Occident tout entier a été vaincu. C'est complètement démilitarisé. Et maintenant, quand l'Iran revient, je l'avais dit il y a des années, au moment où les États-Unis cessent de se cacher derrière leur proxy, ils vont se prendre une claque. Eh bien, ils ont fait une erreur, parce qu'ils sont arrogants, incompétents, et surtout quand on a Israël, qui militairement, Israël ne connaît qu'une chose, bombarder des gens sans défense et mener un génocide. Voilà, c'est à peu près l'étendue de leur capacité militaire. Les États-Unis et Israël ont leurs armées, le Pentagone et les forces de défense israéliennes. Ils sont enfermés là-dedans, dans une sorte d'autosatisfaction mutuelle depuis, je ne sais pas, 30 ou 40 ans. Eh bien voilà, c'est le moment du retour de bâton. Voilà où on en est. Merci. Merci beaucoup, Andrei, d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, comme toujours. Au revoir. À bientôt, Andrei. Au revoir.